Salut, je m'appelle Divine Bellotti et je suis passionnée par les histoires inspirantes. Si vous en avez une, je serais ravie qu'on la raconte ensemble. Troisième épisode et la plupart d'entre vous seront surpris, car ils ont cru que Hadissi n'était là que pour raconter des histoires des personnes du troisième âge. Mais non, il suffit tout simplement que votre histoire soit suffisamment inspirante pour que j'aie le plaisir de la raconter avec vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eric Empiré, qui est développeur mobile senior, c'est-à-dire qu'il crée des applications pour téléphone. Il est le premier Google développeur africain de la communauté francophone. Il a fait toutes ses études en République démocratique du Congo, principalement à Lubumbashi. Bonjour Eric. Bonjour Divine. Comment tu vas? Je vais super bien, je sais pas toi. Je vais très bien et je suis très contente que tu acceptes de nous recevoir aujourd'hui. En tout cas, le plaisir est partagé. Vraiment, merci au nom de tous ceux qui sont en train de nous suivre d'accepter de partager ton expérience. Super. Alors Eric, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi? Alors, comme tu as déjà eu à le faire, mon nom c'est Eric. Je suis un développeur mobile. Je suis ingénieur de formation, donc j'ai fini mes études à l'école supérieure d'informatique Salama. Je pense aux années 2020 si j'ai bonne mémoire. Mais bien avant cela, j'avais commencé déjà à m'intéresser à la programmation informatique, tout ce qui est développement mobile depuis les années 2016. Donc c'était en quelque sorte une sorte de passion et je me suis resté focus dans ce domaine-là jusqu'à présent et c'est devenu un gagne-pain, je peux me permettre de dire ça comme ça. Donc c'est un peu ça ma petite présentation. Ok, tu as évoqué déjà que la première fois que tu as entendu parler de programmation, c'était en 2016. Exactement. Est-ce que tu peux nous faire revivre la circonstance qui t'a fait parler de programmation pour la première fois? Alors ça c'est une très très bonne question. Je me rappelle quand j'étais encore aux humanités, parce que j'ai fait électronique à l'Institut technique Salama. Et en sixième déjà, on se pose des questions un peu existentielles sur qu'est-ce que je ferais à l'université. Et à cette époque-là, malheureusement, j'avais échoué aux examens d'État. Donc à cette époque-là, je me préparais à aller faire mes études universitaires à l'université de Lubumbashi, donc avec la majorité de mes collègues. On se disait non, comme on a un background en électronique, donc il serait mieux de faire de la polytechnique et tout consort. Mais malheureusement cette année-là, j'avais échoué, donc nous étions à 2 sur toute la promotion en électronique. Donc on avait repris cette année. Et tu vois, quand tu reprends, tu commences à te poser des questions. Non, je me débrouille plutôt bien, mais bon, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que cela m'arrive? Mais je pense que c'était une très bonne opportunité pour moi parce que ça m'avait permis de me remettre en question sur bien de points. Par exemple, je commençais à remettre en question quasiment toutes les décisions que j'avais à prendre cette année-là. Et c'est par là que, heureusement, ma grande sœur avait acheté un nouvel ordinateur. Mais malheureusement, elle ne savait pas comment s'en servir. Et du coup, dans la majorité du temps, j'ai passé plus de temps avec cet ordinateur que son propriétaire légitime. Okay. Ce qui m'avait poussé à bidouiller un peu des choses à gauche et à droite. J'ai fait des petites recherches jusqu'à ce que je suis tombé sur la programmation. Pas la programmation d'une manière très spécifique, mais l'informatique d'une manière générale, je dirais comme ça. Alors, à cet instant-là, j'ai commencé à rechercher des universités qui pouvaient m'intéresser, dans lesquelles je peux exceller dans le domaine de l'informatique. Alors pour moi, ESI, ce n'était même pas le premier choix, donc je ne les calculais même pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à Salama, on avait l'habitude de dire que ESI c'était l'humanité prolongée, étant donné que quand nous on courait, pour éviter d'être en retard, on courait en même temps que les étudiants d'ESI. Alors je ne calculais même pas ESI. Mais plus je continuais à faire mes recherches, plus je me suis rendu compte que ESI c'était le lieu de choix quand il s'agissait d'apprendre la programmation et tout ce qui est en rapport avec l'informatique. C'est vrai qu'au tout début, je ne connaissais même pas la programmation, à quoi ça consistait. Les recherches que j'ai faites, c'était du genre comment créer par exemple une application qui fait A, B. Okay. Et généralement, je lisais le prérequis. On disait non, pour être en mesure de faire telle chose, il faudrait apprendre telle chose. Et je me mettais à apprendre ces histoires-là. Ce qui est bizarre, c'est que je ne comprenais quasiment rien de tout ce que j'apprenais. Mais étant donné que j'étais plus ou moins motivé par ce que je voulais accomplir plus tard, je me disais, mais bon, comme on a dit que ce sont des prérequis, donc il faut nécessairement passer par là. Et c'est par là que j'ai commencé à m'informer. C'était moi-même, c'est-à-dire télécharger des PDF sur Internet. J'essayais de le lire, de faire des petits exercices. Et là, c'était avant ESI Salama. Donc, j'étais encore en 6e des humanités, vers la fin de l'année, parce que je voulais déjà être prêt aux choses qui m'attendaient déjà
sur les niveaux universitaires. Alors j'ai commencé à me préparer, Et l'une des choses en fait qui m'avait aidé, c'était le fait que durant la période où j'avais repris la 6e, les humanités, donc j'étais parti à Likasi chez ma sœur. Et elle était venue ici à Lubumbashi et du coup, elle m'avait laissé la responsabilité de toute sa maison. Donc, j'étais seul là-bas. Et comme je ne voulais pas que les gens commencent à me poser la question, non, toi, bon, on dit que tu es intelligent, mais pourquoi tu as échoué? Alors, je voulais m'isoler. Et durant cette période d'isolation, je dirais, j'ai vraiment considéré ça comme une période de maquis où j'avais vraiment appris beaucoup de choses sur la programmation qui m'avait quasiment donné une très grande longueur d'avance quand je suis arrivé à ESIS. Mais il y a une question qui me traverse l'esprit. Pendant que tu as repris l'année, au lieu de te concentrer, de doubler d'efforts pour avoir ton bac, toi tu te mets à apprendre des choses qui n'ont rien à voir avec tes études pour l'instant. Ah oui, c'était un peu bizarre, je l'avoue, étant donné que, j'avais échoué d'une manière que moi-même je ne pouvais pas expliquer. Étant donné que cette année-là, j'étais parmi les 5 premiers, si je peux me dire, si j'ai bonne mémoire. Okay. Et du coup, je ne me souciais pas trop de mes études aux humanités, à tel point que j'avais vraiment sorti ma tête de là. Et du coup, j'étais beaucoup plus focus. Je pense que c'était à la fois une distraction, si je peux dire ça comme ça, pour mes études à l'humanité à cette époque-là. Okay. Et c'était à la fois quelque chose de positif, je dirais. Okay. Et du coup, à chaque fois que j'avais repris l'année, cette année-là, donc ce qui s'est passé, c'est que tous les cours qu'on avait, c'était une sorte de révision pour moi. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu ennuyant d'étudier des choses pour lesquelles je me disais que non, ça je connais déjà, si on me demande de faire ça. Donc, je peux passer des interrogations facilement sans avoir à me préparer parce que l'année précédente, durant laquelle j'avais échoué, je m'étais vraiment donné à fond pour étudier. Bon, ça n'avait pas donné les résultats qu'il fallait, alors je me suis dit, bon, en lieu et place de gaspiller cette énergie-là à refaire la même chose, autant mieux les reconsacrer à autre chose. Alors là, tu nous parlais de la première fois que tu avais entendu parler de programmation. Et d'emblée, j'ai commencé par dire que tu étais le premier Google développeur expert de la communauté francophone. Et je suppose qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément informaticiens, qui sont peut-être conçus entre le mot développeur d'une part, programmeur de notre part. Est-ce que d'abord tu peux nous éclairer sur ces deux noms et ensuite on va continuer? Oui, ça c'est une très bonne question. Alors, généralement, quand on est dans le domaine de l'informatique, très généralement, on a tendance à prendre le terme développeur, programmeur de façon interchangeable, même s'il peut y avoir des petits éléments de différence. Bon, je ne vais pas essayer d'y entrer en profondeur, mais je vais essayer de donner la petite différence. Moi, mon métier en tant que développeur, ou je suis aussi un ingénieur logiciel, comme on le dit, généralement, quand il y a des ingénieurs qui font, par exemple, la génie civil et tout consort, ils font l'ingénierie sur des choses qui sont matérielles, qui sont palpables. Ça peut être un immeuble, ça peut être quelque chose, un véhicule, quelque chose qui est palpable. Okay. Mais nous, en tant que programmeurs, on fait de l'ingénierie, c'est-à-dire on suit la même méthodologie que l'ingénierie impose, mais sur des choses qui sont immatérielles, tout ce qui est logiciel. Alors, dans mon cas, le développement mobile, en fait, c'est juste un concept, c'est juste une partie de l'informatique, je peux me permettre de dire ça comme ça, qui consiste à créer des applications qui sont censées tourner, qui sont censées s'exécuter sur nos téléphones. Alors actuellement, les téléphones les plus populaires sont les iPhones et les Android. Et mon boulot de tous les jours, en fait, consiste à développer, créer des applications un peu similaires à WhatsApp, un peu similaires à Instagram. Bref, toutes ces applications-là qu'on a l'habitude d'utiliser au jour le jour. Donc, c'est un peu ça. Donc, mon boulot, en fait, c'est d'analyser les besoins des utilisateurs. Donc, on peut avoir un client. Non, j'aimerais que vous puissiez mettre en place pour moi une plateforme ou une application mobile qui peut me permettre, par exemple, de faire la réservation automatique d'un billet à partir de chez moi. Donc, créer pour moi une application qui peut faire ça. Alors, l'une des raisons pour laquelle j'ai parlé de l'ingénierie, parce qu'il ne suffit pas seulement de créer l'application que le client t'a demandé, mais il suffit aussi d'essayer de comprendre les besoins de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il veut réellement faire? Parce que la manière dont l'utilisateur t'exprime ton besoin et la manière dont ces besoins-là seront transcrits dans une application, c'est vraiment le jour et la nuit. Voilà pourquoi c'est important de prendre le temps de comprendre les besoins de l'utilisateur. C'est un peu comme la tâche du business analyst. Donc, comprendre les besoins de l'utilisateur, qu'est-ce qu'il veut qu'on puisse faire pour lui. Et c'est à partir de là qu'on va essayer de voir maintenant quelles sont les implications. Et voilà. Et une personne qui fait l'analyse de besoins, qui essaie d'analyser quelles sont les implications de ce que l'utilisateur a demandé jusqu'au développement, généralement c'est celui qu'on appelle un ingénieur logiciel.
D'accord, c'est une personne en fait qui est plus ou moins dans toute la chaîne de développement. Mais d'un autre côté, il y a ceux qui n'ont pour responsabilité juste d'écrire le code qui aura pour effet de produire un certain résultat. Donc je peux appeler ça, s'il faut que je puisse comparer ça avec la maçonnerie, je peux comparer un ingénieur logiciel à un architecte et je peux comparer les développeurs à le maçon. C'est lui qui a juste pour tâche d'exécuter les requirements, je peux me permettre de dire ça comme ça, qui ont été définis par un architecte. Donc c'est un peu ça la petite différence. Donc c'est tout un cours. Alors je vais juste donner quelques éléments qui peuvent nous aider au fait à comprendre de quoi il s'agit ici. En tout cas, je pense que la définition, la distinction entre les deux termes a été suffisamment claire. Alors, j'ai précisé à maintes reprises que tu étais Google développeur expert. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi être un Google développeur expert? Et puis pourquoi il y a le mot expert à la fin? Alors, ça aussi c'est une très bonne question. Alors, c'est un programme, le Google Developer Expert, c'est un programme qui a été initié par Google, donc nous tous nous connaissons Google. Et Google en fait a pour mission en fait de reconnaître certaines personnes, d'accord, qui ont de l'expertise dans un domaine particulier en rapport avec un produit de Google. Android appartient à Google, il y a d'autres produits qui appartiennent à Google. Et à partir de l'instant que Google se rend compte que telle personne a de l'expertise dans tel domaine, ils peuvent t'octroyer les titres de Google Developer Expert. C'est-à-dire, Google a vérifié et ils ont eu la preuve que tu as suffisamment de compétences qui peuvent faire en sorte que tu puisses rejoindre le programme Google Developer Expert. Alors, ça passe par plusieurs étapes. Donc, premièrement, tu vas passer plusieurs interviews. Donc, il y aura une première interview avec un expert dans la même catégorie que toi. Dans mon cas, c'est dans la catégorie Android. C'est les domaines dans lesquels Google m'appelle en guillemets expert. Après ça, tu vas passer un deuxième interview, cette fois-ci avec un employé de chez Google, parce qu'il faut noter qu'un Google Developer Expert n'est pas un employé de chez Google. Donc c'est un peu comme un titre que Google t'octroie parce que c'est eux qui maîtrisent leur technologie et ils estiment que tu le maîtrises suffisamment pour être qualifié expert. Dans le deuxième interview, c'est tu le passes avec un employé de chez Google qui maîtrise cette technologie, donc il essaiera de comprendre en posant quelques questions, un peu comme une interview, comme si on voulait t'engager quelque part, mais bon, ça se limite à des choses qui ont un rapport avec la communauté Google Developer Expert. Et après ça, ils vont évaluer ta candidature et s'ils se rendent compte que c'est positif, c'est par là que tu vas rejoindre le programme Google Developer Expert. Mais il est important de noter qu'au tout début, il faut être éligible. Donc tout le monde n'est pas éligible à ces programmes-là. Donc il ne suffit pas, tu te réveilles un bon matin, tu te dis que non, je vais devenir un Google Developer Expert. Non, il y a certaines exigences. L'une des choses au fait qu'ils demandent, c'est que tu dois avoir la capacité d'expliquer les choses complexes dans des termes beaucoup plus clairs. Et l'une des choses en fait qui leur permet de comprendre cet aspect des choses là, c'est parce que moi personnellement j'écris des articles. Généralement quand je découvre quelque chose, je viens de finir de lire un livre, très généralement je partage ce que j'ai appris à partir d'un article. J'ai un blog personnel sur lequel j'écris, je contribue généralement. Et les gens en fait du comité du programme Google Developer Expert, ils vont analyser tes contributions. Cette personne dit que c'est un Google Developer Expert, mais qu'est-ce qu'il a fait? Quelles sont les contributions qu'il a eu à faire autour de la communauté pour qu'on puisse lui octroyer ces titres-là. Donc, ils vont essayer d'analyser tes contributions. Mis à part cela, ils vont aussi analyser tes interventions aux différents événements communautaires qui se passent dans l'écosystème Android. Et moi, dans ce cas-là, j'ai souvent tendance à parler à des événements. Parfois, on m'invite. Ça peut être à Nairobi, ça peut être des événements qu'on organise ici en local. Et je speech. Donc, tous ces éléments-là, donc je les ai mis quelque part juste pour leur donner comme preuve. Bon, voilà, donc j'ai contribué à ça, à ça et à ça. Et après ça, ils vont évoluer, ils vont essayer d'évaluer la chose pour essayer de voir si tu es bel et bien un expert dans ce domaine. Je tiens à noter que j'avais échoué ce programme-là 2 fois. C'est-à-dire pour la toute première fois, j'ai essayé d'apply. Je pense que l'une des choses qui était vraiment un frein pour moi, c'était le fait que à l'époque, je ne maîtrisais pas l'anglais un peu comme maintenant. Mais les interviews se passent en anglais. Donc c'est-à-dire, on peut te poser une question sur un domaine que tu maîtrises très bien, mais tu ne sais pas expliquer ça de la manière la plus fluide possible, étant donné que tu es censé l'expliquer ça dans une langue que tu ne maîtrises pas totalement. Et du coup, tu peux paraître pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, étant donné que tu maîtrises bel et bien la chose.
Alors, plus les temps passaient, plus je me suis amélioré en anglais, au fait, et c'est ça, au fait, qui a été un élément majeur qui m'a permis de rejoindre facilement le programme Google Developer Expert. Ok, alors j'ai une question. Pour améliorer ton anglais, tu as fait un centre. Qu'est-ce que tu as fait exactement pour améliorer ton anglais? Oui, tu as dit que tu as échoué 2 fois. C'est en combien de temps le premier échec, le deuxième échec et jusqu'à ce que tu réussisses la 3e fois? Je pense que la première fois que j'avais apply, c'était, je pense, en 2020, si j'ai bonne mémoire. Je sais pas, je me rappelle plus le mois, mais c'était au courant de cette année-là. Ok. Donc, j'avais apply. Donc, les premières interviews, c'était bien passé, mais j'avais échoué la dernière partie. Et après ça, je pense que j'avais attendu à peu près, je pense, 6 mois ou quelque chose comme ça. J'ai encore apply. Après, c'était pas encore fameux. J'avais encore échoué à la dernière partie. Et troisièmement, Google avait mis en place un programme qui s'appelle Road to GDE. En fait, c'est un programme où on va te mettre en partenariat, où on va mettre à ta disposition un mentor. Donc un mentor, c'est une personne qui est déjà dans le programme Google Developer Expert, qui a déjà plus d'expérience que toi et va essayer de te guider. Non, par exemple, quand il faut partager du contenu, tu dois t'assurer que ce soit du contenu de bonne qualité. Par exemple, quand tu publies un article, il ne suffit pas de le publier tout de suite. Tu peux l'envoyer à 2 ou 3 personnes pour qu'ils puissent essayer de faire les reviews et savoir si c'est de la bonne qualité ou pas. Et cette période-là des mentoring, ça m'avait donné vraiment beaucoup d'informations qui m'a permis… Combien de temps le mentoring? Ces mentorings-là, je pense que ça avait pris 6 mois. Peut-être si je me trompe, mais c'était environ 6 mois. Donc, on organisait des réunions de façon régulière avec mon mentor. Exactement, c'était en français. C'est-à-dire, j'ai discuté avec lui en français. Du coup, j'avais cette chance-là de poser des questions, peut-être un peu complexes, que j'avais du mal à exprimer en anglais. Et c'est ça en fait qui m'a permis d'avoir tous les bagages nécessaires qui allaient me permettre de rejoindre le programme. Ok. Donc, si tu es le premier Google développeur de la communauté francophone, on va dire que tous les autres, la première difficulté qu'ils ont, c'est la langue. Exactement. Moi, ça constitue aussi un frein très majeur. Je veux aussi répondre à la question selon laquelle comment est-ce que j'ai appris l'anglais. C'est en voyageant à l'étranger, en étant dans un pays anglophone, que parfois, moi personnellement, c'est mon avis personnel, je me suis rendu compte que le français c'était un peu comme une sorte d'handicap pour moi. Pourquoi? Parce que quasiment toutes les documentations que je lisais pour mon auto-formation, c'était en anglais. Quasiment tout. 99% de tous les documents, toutes les ressources qui étaient à ma disposition, c'était en anglais. Et du coup, apprendre l'anglais, c'était obligatoire. Donc, c'était ça ou rien. Et j'ai tendance à avoir beaucoup d'occupations et du coup, je n'avais pas ce temps-là d'aller au centre. Alors, j'ai appris l'anglais par moi-même, c'est-à-dire j'ai téléchargé des vidéos, des cours à gauche et à droite. J'utilisais aussi des petites applications. Actuellement, il existe beaucoup d'applications qui existent sur Internet qui peuvent permettre d'apprendre l'anglais. Alors, le mal avec cette approche d'apprentissage qui est entre guillemets autodidacte, c'est le fait que ça nécessite beaucoup de discipline. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière toi qui sera là pour te dire que non, tu dois réviser. Donc, la seule chose à laquelle tu dois compter, c'est ta propre discipline personnelle. Je me rappelle, j'avais créé mon compte sur une application d'apprentissage d'anglais. C'était, je pense, en mai 2019. Et c'est à partir de ces jours-là que je me suis donné pour discipline de commencer à apprendre l'anglais. L'erreur que la majorité des gens font quand il s'agit d'apprendre une nouvelle langue, c'est non, je vais prendre 1 heure pour apprendre l'anglais. Mieux vaut faire 10 minutes chaque jour plutôt que 1 heure 2 fois à la semaine. Et c'est cette méthodologie que j'ai appliquée, c'est-à-dire des petits efforts, d'accord, mais que j'ai répété pendant une certaine période et ça finit par donner un très bon résultat. Et après 1 année, je pense après quelques mois, je me suis rendu compte que non, avec le progrès que j'ai à faire en si peu de temps, en tout cas, je n'ai pas le temps d'aller dans un centre de formation d'anglais et tout consort. Donc, je me suis créé un environnement anglophone dans notre pays francophone. Donc, c'était un peu ça. J'espère que vous avez entendu. Mieux vaut prendre 10 minutes chaque jour pour apprendre une nouvelle compétence plutôt que de prendre 1 heure toutes les 2 semaines ou toutes les 1 semaine. Alors Eric, j'étais revenu sur la mention expert. Google développeur expert. Pourquoi expert? Voilà, alors tel que j'ai allé dire, bon, il qualifie ça de expert. Cela ne veut pas dire que tu es un gourou de la technologie, que tu maîtrises quasiment tous les tenants et les aboutissants de la technologie. Non.
l'une des facultés, l'une des choses en fait qui les a motivés à mettre un expert dedans, je pense c'est dû au fait que ils évaluent ton niveau jusqu'à une certaine mesure. Par exemple, d'après leurs critères, peut-être la définition du mot expert chez Google est différente de la définition d'expert chez Microsoft. Peut-être que c'est différent. Alors, et la raison pour laquelle ils ont mis ça expert, c'est parce qu'ils jugent que cette personne a des facultés, a des compétences qui les permet de sortir un peu du lot, quoi, de sortir un peu de la moyenne. C'est-à-dire, tu n'es pas un junior, c'est-à-dire une personne qui a fraîchement commencé à s'intéresser aux technologies. Donc, ils ont analysé, ça rend compte, non, si cette personne a commencé à s'intéresser dans l'écosystème Android depuis telle année, et si on essaie d'évaluer ses contributions, la manière dont il explique, et aussi une chose qui était aussi très importante dans la qualification, c'est on évalue ta capacité à apprendre à une personne. Comme par exemple, je peux être là avec toi, d'accord? Tu n'as jamais fait les développements mobiles. Je dois avoir cette capacité-là de t'expliquer même un tout petit peu c'est quoi les développements mobiles, même une petite introduction, sans que tu puisses avoir beaucoup de bases. Et cette capacité-là n'est pas donnée à tout le monde. Et à partir de l'instant que tu démontres ce genre de facultés, Google peut être en mesure de juger bon que non, cette personne a plus ou moins les niveaux qu'il faut pour être appelé à Google Developer Expert. Ok. Alors, étant moi-même une ancienne étudiante de l'École supérieure d'informatique Salama, ayant moi-même fait de la programmation, je sais qu'il y a un syndrome qui touche tous les programmeurs, à savoir vouloir toucher à toutes les nouvelles technologies. Qu'est-ce que Eric avait pensé depuis le début pour ne pas être dans PHP, dans, je sais pas, Laravel, dans JavaScript, dans toutes ces technologies un peu? Comment toi tu as fait pour rester focus seulement sur Android? Alors ça c'est une très très bonne question. Alors tout d'abord, moi avant même de commencer l'informatique, comme je l'avais dit tantôt, donc j'avais commencé depuis les humanités, donc j'avais déjà un objectif clair. Donc c'est un peu comme une personne qui s'est dit, en tout cas je dois tout faire pour arriver au sommet de cette montagne-là. Tu ne vas rien faire, tu ne vas pas t'outiller avec des choses qui seront une sorte de fardeau. Par exemple, tu sais que tu dois aller à la montagne, tu ne vas pas prendre, je sais pas, un véhicule ou quelque chose comme ça. Et du coup, moi, l'une des choses en fait, qui m'a aidé à rester focus, c'est le fait que je savais ce que je voulais, d'accord? Et du coup, je me suis posé la question, ok, je veux X. Quels sont les prérequis pour avoir X? Ok, je m'étais donné pour objectif, en tout cas moi, sur base de ce que j'ai à voir, j'aimerais être développeur mobile. Et je me suis posé la question, ok, ça implique quoi d'être un développeur mobile? D'après mes recherches, je me suis rendu compte non, ça implique A, B, C. Et je ne faisais que ce qui cadrait avec l'objectif que je m'étais fixé. Personnellement, ça m'a aidé. Si tu ne sais pas pour quelle raison tu fais une chose, je pense que ça va forcément influencer quand une nouvelle technologie vient. Tu seras tenté de te lancer dedans. Quand quelqu'un parle de quelque chose qui semble être intéressant, tu seras tenté. Mais moi, j'ai regardé, ah ok, c'est intéressant. Je peux m'informer là-dessus, juste pour avoir une idée sur comment ça fonctionne. Mais je ne vais pas genre abandonner ce que j'ai fait pour me consacrer totalement à ça. Parce que je sais que ça ne cadre pas avec ce que je voulais devenir et mes aspirations du futur. Et je me rappelle quand j'étais à ESIT, je pense qu'en G1, j'avais oublié mon ordinateur. Donc j'ai passé quasiment toute l'année académique sans ordinateur. Mais étant donné que j'avais un objectif fixe, je savais où est-ce que j'allais. Parfois, j'ai téléchargé des PDF sur mon téléphone et j'avais continué à lire toujours comme ça. Et c'était vraiment quelque chose de très motivé. J'étais très motivé à l'idée de là où je voulais, ce que je voulais accomplir. Et ça m'a vraiment aidé à rester focus. En tout cas, j'espère que vous aurez retenu cette petite leçon. Il ne faut pas se lancer dans plusieurs choses à la fois, mais avoir un objectif et marcher suffisamment longtemps jusqu'à l'atteindre. Alors Eric, en défilant sur ton Instagram, j'ai pu me rendre compte que monsieur voyage beaucoup. Est-ce que c'est ton travail en tant que développeur qui te permet d'aller à tous ces endroits? Ah oui, exactement. Bon, je tiens à préciser que le travail de développeur mobile, pas seulement de développeur mobile, mais de développeurs tout court, ça paye plutôt bien. Peut-être que les gens qui sont ici ne savent pas voir, cerner les opportunités qu'il y a dedans, mais ça paye plutôt bien. Et aussi l'une des choses en fait, qui m'aide en fait, à voyager un peu, c'est depuis quand j'ai rejoint les programmes Google Developer Expert. Donc actuellement, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement ou une communauté, je sais pas, ça peut être n'importe où dans le monde, ils organisent un événement et que je suis invité.
c'est Google qui va prendre en charge tout, c'est-à-dire mon voyage, mon billet aller-retour, mon logement là-bas. Et c'est ce qui fait que quand il y a tel événement qui organise et que l'organisateur de cet événement-là m'invite, je signale juste à Google, non, je vais aller à tel événement et ils prennent en charge le tout. Il y a d'autres aussi, c'est dans le cadre du boulot, et d'autres aussi, c'est dans le cadre personnel, juste dans l'optique de parcourir un peu le monde, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement un peu l'un de tes voyages qui t'a le plus plu en tant que développeur? Alors, le dernier voyage qui m'a particulièrement marqué, c'était à Nairobi. Ça m'a permis en fait d'être en contact avec la communauté de là, et c'est par là qu'on se rend compte que là-bas, les gens sont vraiment investis dans la technologie et ils savent les avantages en fait qu'il y a dedans. Et un autre voyage qui m'a marqué, c'était dernièrement, j'étais à Londres. Il y avait un événement qui avait été organisé là-bas. Ça m'a permis au fait d'être confronté à d'autres nouveaux écosystèmes et voir comment est-ce que les autres font un peu leurs choses, et c'était vraiment très marquant pour moi, et j'ai aussi appris d'eux, et l'objectif c'est d'apprendre d'eux et essayer d'appliquer ça dans notre communauté locale. Alors, est-ce que tu peux dire à ces personnes qui sont intéressées comment on fait pour devenir Google développeur expert? Premièrement, tel que le terme l'indique, il faut développer une expertise dans un domaine particulier. Okay. Particulièrement, ça doit être un domaine dans une technologie Google. Et il en existe plusieurs. Il y a Android, il y a Flutter, il y a Firebase, il y a Angular et tout consort. Développe l'expertise dans l'un de ces domaines-là. Et c'est d'ailleurs rare de voir un Google développeur expert dans plusieurs domaines, parce qu'on qualifie que si tu es un expert, ça doit être une spécialité dans un seul domaine, quand même c'est possible d'être expert dans 2 domaines. Donc spécialise-toi dans l'une de ces technologies-là. Deuxièmement, il faut contribuer. Donc si tu es un expert, si tu as la connaissance et que personne ne connaît pas que tu connais, eh bien, personne ne le saura. Voilà pourquoi c'est important de parler à des événements, écrire des articles, parler de ça. Et une autre chose qui est importante, il faut maîtriser l'anglais. Bon, ce n'est pas forcément obligatoire, je dirais, mais je dirais que c'est un atout très majeur qui peut t'aider. Et après ça, une fois que tu te sens beaucoup plus confiant à l'idée de rejoindre le programme, tu peux contacter un Google développeur expert ou un employé de chez Google, parce que nous, en tant qu'experts, on a cette faculté-là de recommander d'autres personnes. Donc, parce que tu ne peux pas devenir un Google développeur expert seulement comme ça, tu dois être recommandé soit par un expert, soit par un employé de chez Google. Donc, si vous qui nous suivez, vous êtes intéressé à rejoindre le programme et que vous sentez que vous avez suffisamment d'expertise dans l'un des domaines d'une technologie Google, vous pouvez me contacter et je me ferai le plaisir de vous recommander. En tout cas, merci Eric. Alors, une parole d'espoir, un conseil pour les développeurs débutants qui voudraient devenir comme toi. Alors, le conseil que je donne souvent, c'est que tout part de la connaissance de soi. D'accord ? La majorité des gens se lancent dans l'entrepreneuriat. Quand je dis entrepreneuriat, je parle d'une manière globale, sans connaître qui ils sont. Quand je dis qui ils sont, c'est-à-dire, tu peux être du feu, d'accord ? Mais tu ne sais pas que tu es du feu, tu vas aller t'associer avec de l'eau, ça va t'éteindre. Donc c'est important de connaître ses points forts. Chacun d'entre nous en fait a un domaine dans lequel il a tendance à voir, tu ne fournis pas beaucoup d'efforts, mais ça te réussit tout le temps. C'est important de connaître ça, parce que la connaissance de soi en fait, ça te permettra en fait de définir en fait tes objectifs, de définir en fait ce que tu veux. Ce n'est pas parce que Divine fait quelque chose et que ça lui réussit que ça marchera forcément pour moi. Beaucoup de gens se disent non, Bill Gates, il avait abandonné les études et il a réussi aujourd'hui. Ce n'est pas parce que lui il a abandonné les études et qu'il est milliardaire aujourd'hui que toi, si tu abandonnes les études, tu deviendras milliardaire pour toi. Donc, chaque personne est un cas particulier et ta responsabilité en tant qu'humain, c'est d'essayer de déceler tes particularités. Et c'est ça en fait qui te permettra de définir un objectif, et une fois que tu as cet objectif en esprit, ça te permettra de bien le suivre sans être vacillé à gauche et à droite par tout ce qui peut venir de part et d'autre. Donc c'est ça en fait les petits conseils que je peux donner à toutes ces personnes-là qui nous suivent actuellement. En plus, ça me fait penser à une phrase que j'ai l'habitude de me répéter. C'est encore mieux de mentir aux autres, mais c'est pire de se mentir à soi-même. Exactement. Alors, Eric, peux-tu recommander des livres à ces personnes qui sont en train de nous suivre, ces livres qui ont pu former le mental que tu es aujourd'hui? C'est une bonne question. Alors, le premier livre que moi, je recommande personnellement, c'est Atomic Habits. C'est un livre qui n'a rien à voir avec la programmation, parce que, tel que je l'ai dit souvent, les prérequis pour être un bon développeur ne sont pas techniques.
Et c'est un bon livre pour toute personne qui veut avoir la maîtrise de la gestion du temps, comment gérer son programme et tout consort. Alors, le second livre que je recommande personnellement, c'est celui-ci. C'est un livre qui parle sur Steve Jobs. Ça aide au fait pour tout entrepreneur au fait qui envisage créer des produits innovants qui vont créer de l'impact au sein de la communauté. Il y a plein d'autres livres, mais je peux me limiter juste à ces 2 livres ici. Peut-être le détail pour une prochaine fois. En tout cas, Eric, merci beaucoup. C'était un plaisir. C'est déjà la fin de cet épisode de Adici avec Divine Bilotti. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez aimée. Si vous avez des histoires inspirantes à raconter, nous serons ravis de venir les raconter avec vous. Bye bye, à la prochaine.